Bienvenue sur ma chaîne YouTube Educavie. Dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de m'arrêter sur ce qu'on appelle l'éducation bienveillante ou positive et les controverses qui concernent ces pédagogies dites alternatives. D'abord, pourquoi y a-t-il autant de quiproquos ? Il faut savoir que les récentes découvertes en matière d'éducation, elles sont liées à des avancées scientifiques. On ne se base plus uniquement sur de la psychanalyse, maintenant il y a vraiment une démocratisation des connaissances en neurosciences chez l'enfant. Ça c'est super positif, c'est très aidant, c'est venu étayer en fait et soutenir les propos de théoriciens qui défendaient l'importance d'écouter les bébés et de leur parler. Mais cette démocratisation, elle a aussi ses travers, puisque parfois en voulant trop vulgariser un sujet, on se méprend un petit peu sur son contenu. À trop faire des raccourcis, en fait, on oublie de prendre en compte la singularité de chaque situation. On fait fausse route finalement, surtout dans le domaine de l'éducation où il n'y a pas de recette. Tu ne veux pas reproduire le modèle strict, autoritaire, voire violent que tu as toi-même connu dans ton enfance. Et tu t'intéresses au concept pédagogique d'éducation dite bienveillante ou positive, mais tu te questionnes face à ces controverses qui pensent que c'est une mode de parents un peu bobo, que c'est du grand n'importe quoi, un grand laisser-aller et qui donne des enfants qui ne savent pas se tenir. Je vais dans ce post tenter de t'aider à y voir plus clair. Je pense que c'est important de rétablir la vérité sur l'éducation positive et d'arrêter les mauvaises interprétations. À la fois pour éclairer les parents qui ont des doutes, et c'est normal, mais aussi pour l'entourage parce que c'est pas l'idéal que l'enfant se retrouve en décalage complet à l'extérieur de son foyer avec un environnement qui fonctionnerait totalement différemment. L'entourage c'est hyper important dans l'éducation. D'ailleurs dans certaines cultures c'est la communauté tout entière qui élève un enfant. Je trouve ça important que la société comprenne les évolutions en matière d'éducation. Et puis on a tendance aussi à dire qu'il faut se détacher du regard des gens, mais soyons honnêtes, c'est pas si facile. Si on peut faire changer ne serait-ce qu'un tout petit peu ce regard, alors pourquoi ne pas essayer ? Donc si tu trouves mon point de vue et mes explications pertinentes, n'hésite pas à partager cette vidéo. Donc dans ce post, je voudrais défaire 3 fausses croyances. La première, l'éducation positive crée une génération d'enfants rois et ça donnera des adultes complètement irrespectueux. Laisser plus de liberté aux enfants, c'est du laxisme. L'éducation bienveillante prône une éducation sans punition, sans humiliation, sans chantage et sans hurlement. Elle nous suggère plutôt de faire confiance à l'enfant, de le respecter en tant qu'individu et de l'accompagner en prenant en compte l'immaturité de son cerveau. C'est donc intervenir de façon réfléchie pour l'aider à modifier petit à petit les comportements inadaptés. Ce n'est pas abandonner les interdits, les règles, les limites. C'est doser et adapter ses demandes en fonction des capacités de l'enfant. Alors non, désolé, on va pas imposer à un bébé de quelques mois de pas faire de bruit, ni à un enfant de 2 ans de rester assis pendant 2 heures. Si c'est ça, ne pas se tenir, alors là, breaking news, effectivement, les enfants ne savent pas se tenir. Et du coup, c'est pas un problème d'éducation de l'enfant, mais de tolérance de l'adulte. Et malheureusement, c'est pas un scoop non plus, on est dans une société très individualiste et pas très empathique. Donc on fait en fonction de son âge, mais aussi du moment. Parce que à certains moments, l'enfant n'est plus disponible pour accepter des limites. S'il est trop fatigué, s'il a faim, s'il est malade, lâcher du lest à ce moment-là, c'est pas un échec, au contraire. Mais c'est important de mettre des mots sur ce qui se passe à ce moment-là. Je t'ai demandé de faire doucement, je vois bien que c'est difficile pour toi parce que tu es fatigué. Dès que tu auras fini, j'irai te coucher. L'essentiel, c'est que le discours, il soit clair, il soit cohérent. Ce qui fait autorité, c'est autoriser tout en fixant des limites. C'est permettre à l'enfant d'avoir confiance dans un adulte qui ne dit pas systématiquement non, mais qui alterne entre les oui et les non. Il faut arrêter de brider les enfants en leur découverte. Parfois, on pose un interdit à l'enfant, simplement par mimétisme, parce que c'est quelque chose qu'on nous a nous-mêmes interdit étant enfant. Mais si toi ça te dérange pas qu'il se salisse les mains, laisse-le faire. Un enfant qui aura eu la possibilité d'expérimenter librement aura plus de facilité à accepter qu'à un moment donné, on lui dise non, là c'est pas possible, parce que c'est dangereux ou parce que ça dérange, etc. Parce qu'il aura déjà eu d'autres possibilités de faire ses découvertes. Rappelons-le, elles sont indispensables à son développement et il cherchera toujours à les réaliser. Là où il y a méprise, c'est quand on dit laisser l'enfant expérimenter. Certains entendent simplement laisser l'enfant. Il ne s'agit pas de le laisser livrer à lui-même, prendre des risques, se faire mal, etc. Au contraire, ce qui est très important, c'est notre regard qui le soutient, qui le sécurise. C'est les mots qu'on va mettre sur les choses de la vie, sur les émotions, et c'est comme ça que l'enfant pourra mettre du sens sur ses découvertes qui sont auto-induites, c'est-à-dire qu'il les a faites par lui-même. Donc elles ont énormément de valeur, mais elles sont aussi accompagnées, ces découvertes. Ces enfants-là, ce sont des enfants dont on aura éveillé la curiosité et l'inventivité et qui vont trouver ensuite leurs propres solutions, qui vont nous épater par leur ingéniosité. Des futurs adultes réfléchis, confiants et, par mimétisme,
à l'écoute de l'autre. La deuxième idée à déconstruire, il s'agit de la méprise sur le maternage. L'idée selon laquelle câliner, prendre soin, sécuriser, rassurer, consoler, tout ça, ce serait de mauvaises habitudes qu'on donnerait aux tout petits. On les chouchoute trop. Un enfant ne prend pas de mauvaises habitudes. Il remplit son réservoir d'affection, d'écoute, de confiance et il saura s'en servir quand il sera confronté à des difficultés dans la vie. Les gens qui te reprochent de trop materner ton enfant oublient que la dépendance qu'ils critiquent est juste un phénomène normal, naturel. Le bébé humain est l'être vivant le plus dépendant à sa naissance. Et on n'a encore jamais vu de jeune humain de 18 ans collé aux jupes de sa mère. Les enfants les plus autonomes sont justement ceux qui sont les plus sécures. Ils ont acquis un sentiment de confiance. Ce sont des bébés qui ont été portés, bercés, écoutés. Ces enfants se sentent rassurés parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur l'adulte qui s'occupe d'eux. Et ils n'ont pas peur ensuite de partir à la découverte du monde. La difficulté pour le parent, c'est qu'effectivement, pendant un temps, il sera peut-être confronté à un décalage avec d'autres enfants qui seront peut-être plus avancés dans certaines acquisitions. Je pense notamment à l'endormissement autonome, à la marche ou à la continence par exemple. Et c'est pendant cette période que le doute va commencer à s'installer et c'est normal. Même quand on a des fortes convictions, les remarques, les critiques au quotidien, ça engendre forcément une remise en question. Tu devrais le laisser pleurer, pourquoi tu le fais pas marcher, tu devrais donner la tétine au Père Noël, etc., etc. L'erreur, c'est de céder à cette pression de la société et de la transmettre à notre tout petit. Il faut trouver la force de persévérer, de continuer à donner à l'enfant le temps qu'il lui faudra. La clé, c'est la confiance. Il faut faire confiance à l'enfant. C'est lui qu'il faut écouter. Il s'agit de lui et de personne d'autre. Apprendre à l'enfant à s'écouter, c'est essentiel. C'est lui permettre de prendre confiance et prendre conscience de ses capacités et de son potentiel d'autonomie. Et que cette autonomie soit choisie, c'est-à-dire que c'est lui qui prendra la décision de franchir une étape et pas l'adulte qui la lui imposera. C'est une véritable force pour la suite parce que ça veut dire devenir acteur plutôt que spectateur de sa propre vie. Ça signifie donc aussi lui laisser prendre ses propres décisions. Troisième fausse croyance, c'est l'adulte qui sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. Et là, on pointe encore du doigt une nouvelle difficulté. Parce que cette idée de laisser l'enfant décider, elle ne plaît pas à tout le monde. On a tous entendu cet adage qui dit que c'est l'adulte qui sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. Parfois c'est vrai, mais parfois non. C'est toute la différence. Il y a une confusion entre autorité et pouvoir. L'autorité, elle est légitime que si elle sert à élever l'autre. Et parfois, l'adulte se perd dans une toute-puissance qui est néfaste pour l'enfant, parce qu'elle ne se fonde sur aucune valeur, aucun principe, si ce n'est la supériorité de l'adulte. Et c'est compliqué parce que c'est notre propre rapport au cadre qui intervient. Il faut dépasser cette croyance qui dit que nous sommes supérieurs à l'enfant, rabaisser un petit peu notre ego et nous mettre à sa hauteur, se rendre compte que parfois, oui, c'est lui qui sait mieux. L'alimentation, c'est un bon exemple. Comment peut-on prétendre connaître mieux que lui sa faim, ses goûts ? Pourquoi ne pas respecter ça ? C'est le respect lui-même qui engendre le respect. Il ne doit pas être lié à une crainte. Il est temps que ce modèle de société disparaisse parce qu'à l'échelle d'un système, d'une politique, cette vision-là, elle craint. Rappelle-toi, c'est ok de laisser plus de liberté, mais n'oublie pas de fixer aussi des limites. C'est ok de câliner, de bercer, de consoler, de prendre le temps. Ce ne sont pas des mauvaises habitudes. C'est ok de laisser décider l'enfant, mais pas de tout. Tu l'auras compris, c'est un discours tout en nuances. Je voudrais terminer sur une mauvaise nouvelle. L'éducation positive, c'est pas magique. C'est vrai que souvent, on présente ça comme quelque chose de totalement formidable, comme une révélation. Les mamans qui en parlent affichent un large sourire et ça laisse croire que tout devient facile. Non. En fait, l'éducation positive, elle n'a pas de solution miracle pour t'épargner les crises de colère et les autres joyeusetés de la parentalité. Devoir faire face à ces moments difficiles, c'est en rien un échec. C'est presque un passage obligé. Par contre, ce que vont permettre ces pédagogies alternatives, c'est que les difficultés ne te paraissent pas insurmontables et que ça ne s'installe pas dans la durée. Le but, c'est de trouver un équilibre dans son foyer en naviguant entre les bons et les mauvais moments, toujours avec la certitude de faire au mieux. Et non, il n'y a pas une seule et bonne manière de faire, il n'y a pas de recette, il y a juste 1 milliard de situations et de contextes différents. C'est à toi et à personne d'autre de construire ta parentalité avec
tes valeurs qui te sont chères, avec tes forces et aussi avec tes limites. Être bienveillant au quotidien, ça ne doit pas être une injonction supplémentaire de la société, ni un objectif inatteignable et culpabilisant. Le moindre cri, le moindre élan d'agacement ne fait pas de toi un parent violent. À moins d'être un robot, chacun d'entre nous est à un moment donné rattrapé par ses émotions dans cette aventure folle qu'est la parentalité. Donc l'éducation bienveillante, c'est un idéal en fait vers lequel on veut tendre et qui nous pousse à transmettre le meilleur de nous-mêmes. Et ça, chacun d'entre nous en est capable. J'espère avoir pu t'aider. N'hésite pas à laisser un commentaire, partage ton expérience, ton point de vue. À bientôt!